Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. Votre émission citoyenne, vous la connaissez maintenant, elle s'appelle Flash Talk. C'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, place de la République. Nous allons parler de procréation médicalement assistée qui devrait bientôt, normalement, être ouverte à toutes les femmes. Oui, toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou pas, avec un homme ou une femme. Alors, cette réforme est-elle une bonne réforme? Est-ce la fin d'une discrimination? On va débattre également des problématiques que cela soulève et ce débat, c'est vous qui allez le faire puisque Flash Talk, c'est vous qui faites le débat, c'est votre émission. Vous faites le débat autour de ce tapis, évidemment, ici à Paris, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous qui nous regardez sur Twitter avec le hashtag FlashTalk. Cette émission aussi, elle est intégralement filmée au smartphone. Ça ne change pas. D'ailleurs, qui ici autour du plateau a envie de faire partie de notre équipe de cadreurs? Allez, madame, c'est quoi ton petit prénom? Marie-Odile. Marie-Odile, je te confie ce téléphone. Hein. Ok, qui a encore envie de filmer? Et voilà, c'est quoi ton prénom? Fedji. Fedji, très très bien. Bienvenue dans l'équipe Fedji. Alors la PMA à toutes les femmes, qu'en pensez-vous? On va commencer par la jeunesse qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Comment vous appelez? Khadija, Vous avez quel âge Khadija? 16 ans. 16 ans. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est que la PMA? Oui, c'est pour pouvoir avoir un enfant quand on est stérile des deux côtés ou d'un côté. C'est pas mal, Khadija. Cette réforme, elle propose justement de supprimer le critère de stérilité et de proposer la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires, en couple avec un homme, une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne réforme d'après vous? Je suis contre, je préfère l'adoption. Je trouve que ça sert à rien. C'est mieux de donner des chances aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents. Donc je suis pour l'adoption et contre. C'est le point de vue de Khadija. Je pense que notre public va réagir dans quelques instants, Rafale. D'autant qu'aujourd'hui, le débat, je rappelle, n'est pas contre ou pour la PMA. On va aller justement sur l'égalité des droits. D'ailleurs, quelqu'un qui va suivre aussi ce débat avec beaucoup d'attention, c'est Mikaya, notre cartooniste que vous découvrez à l'instant à l'écran. J'irai le voir de temps en temps et puis il conclura l'émission, évidemment. Mais avant ça, on revient sur le terme, cet acronyme PMA. Qu'est-ce que c'est? Tout de suite, on vous dit tout dans le Data Flash de Juliette Jean. En France, un enfant sur 30 est issu d'une procréation médicalement assistée. Une technique qui a fait ses preuves pour la première fois en 1982. Deux procédés existent. L'insémination artificielle représente 37% des tentatives de PMA, contre 63% pour la fécondation in vitro. Ces deux méthodes sont pour l'instant seulement autorisées pour les couples hétérosexuels. Mais la loi sur la bioéthique est en train d'être étudiée au Parlement. Si ce texte est adopté, le droit à la PMA sera accordé aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. Ainsi, la PMA pour toutes devrait concerner 2000 femmes supplémentaires par an. Est-ce la fin d'une inégalité entre toutes les femmes ? Et je me trouve aux côtés de Guillaume Joigny. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'association PMA Anonyme. Pourquoi PMA Anonyme ? Parce que c'est une association dont le but, dont les revendications sont de donner aux enfants issus de PMA avec tiers donneur, c'est-à-dire avec un géniteur qui n'est pas connu, de leur donner accès à l'identité de ce géniteur, de donner l'accès aux origines, puisque aujourd'hui c'est pas le cas. C'est ça que vous demandez, qu'on puisse, à partir de 18 ans, avoir l'identité ou des éléments sur l'identité du donneur. En fait, la PMA avec donneur anonyme, elle a créé beaucoup de secrets. Il y a beaucoup d'enfants qui la prennent très tard et ça peut poser des problèmes. Et donc nous, on souhaite aider les parents et faire comprendre dans l'opinion publique que c'est pas un problème, que c'est pas un problème d'avoir été conçu par PMA et donc voilà, de lever les secrets de famille. Vous avez vous-même été conçu par une PMA. À quel âge vous l'avez appris? Comment on vous l'a expliqué? Moi, je l'ai appris à 20 ans et comme beaucoup de ceux qui l'apprennent tard, je l'ai appris en poussant un petit peu mes parents. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui a un secret. J'ai poussé mes parents, je les ai un peu titillés et ils m'ont dit, alors je m'attendais pas du tout à ça, mais ils m'ont dit, t'as été conçu comme ça. Après, une fois que j'ai su ça soulage, ça change rien. Mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère. Voilà, il y a une troisième personne qui m'a donné la moitié de mon hérédité. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est et j'ai envie de savoir qui c'est. Merci d'être avec nous. Guillaume, je rappelle, le premier bébé éprouvette, c'est 82, c'est ça? 82, ouais, c'est une amie d'ailleurs, Amandine. Moi, Sonia, je me tiens aux côtés de Lucie Lecneux. Comment ça va, Lucie? Ça va bien. Lucie, tu vis où, toi? Je suis à Clichy. Et toi, tu es maman de 2 enfants, je me trompe pas. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, Léonie, qui a 4 ans, et Melville, qui a tout juste 1 an. Et tous les deux sont nés de PMA, je me trompe pas?
PMA, IAD, plus précisément, insémination avec donneur en Espagne. Dans quelles conditions est-ce que ça a été réalisé tout ça? Alors, les enfants, c'est vraiment un projet de couple. Moi, je suis en couple avec une femme. On voulait vraiment avoir des enfants pour fonder une famille. Et on s'est posé la question, effectivement, de l'adoption, etc. Il se trouve qu'en tant que femme, moi, j'avais très envie de porter un enfant. On voulait vraiment passer par ce protocole, mais qui reste quand même très complexe quand, effectivement, on n'a pas accès à la PMA en France et qu'on doit se rendre dans un pays étranger. C'est vrai que le parcours est du coup très tortueux, coûteux. Tu me permets de t'apostropher sur des tweets, parce qu'évidemment, vous réagissez aussi avec le hashtag FlashTalk. Et j'en ai pas mal, ce qui m'étonne assez d'ailleurs. Il y a qui vont un peu dans le sens de celui d'Anne Robini qu'on reçoit, qui écrit: les lesbiennes ne sont pas stériles, elles n'ont aucun problème d'infertilité, elles refusent des rapports sexuels avec des hommes. Pourquoi la CPAM, donc la Sécu, devrait-elle assumer les frais de PMA pour satisfaire les caprices de femmes qui ne sont pas malades et qui peut-être un jour se sépareront? Je me permets de te lire ce tweet parce que vraiment j'en ai reçu pas mal dans cette vibe. Ouais, alors là, c'est une question un peu plus large. Dans ce cas-là, on parle de la question de l'homosexualité, qui a été débattue déjà. Donc, Voilà, il y je a préfère qu'on le dise comme ça, c'est fait pour le reste de l'émission, quoi. quelques temps, voilà. Donc, il se trouve que quand on est homosexuel, on n'a pas forcément envie d'avoir, même pas du tout envie d'avoir des rapports sexuels avec un homme. Donc, la Ce question. qu'on peut comprendre, hein. Voilà, ce qu'on peut. Beaucoup, j'espère, comprennent. Est-ce que la réforme dont on parle, pour vous, c'est la fin d'une discrimination? On parle d'une réforme qui n'est pas encore votée, hein. On enregistre cette émission au mois de septembre. Peut-être que vous la verrez plus tard et que la loi en aura décidé autrement ou la loi sera passée. Mais est-ce que pour vous, là, tout de suite, alors qu'il est aujourd'hui, c'est l'espérance de la fin des discriminations? Oui, la fin des discriminations, aussi la fin d'une certaine hypocrisie, je pense, parce qu'en autorisant le mariage pour tous, le mariage homosexuel et donc l'adoption par le conjoint de l'enfant, et en refusant l'accès à la PMA, c'est quand même assez hypocrite parce qu'on imagine bien que du coup il faut aller dans un autre pays pour concevoir l'enfant. Enfin, je pense que les gens doivent se rassurer parce que quand on a un tel parcours, c'est qu'on désire vraiment profondément l'enfant. C'est pas un accident, ça peut pas être un accident, c'est un projet qui est profondément mûri et nos enfants, on les aime, on les élève comme il faut. Je pense qu'ils vont très bien. Ma fille va à l'école, elle a plein de camarades, ça se passe très très bien en fait. Donc il faut aussi les protéger. Je pense que la loi c'est avant tout pour les protéger eux, pour les mettre sur un pied d'égalité, voilà, ils existent en fait. Il y a beaucoup d'enfants nés de PMA. Rappelle-nous comment elle s'appelle, ta fille? Léonie. Léonie. Bah Léonie, on l'embrasse alors. Et je me trouve justement avec Virginie Rosé. Bonjour, vous êtes sociologue à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et vous travaillez justement actuellement sur ces femmes qui sont contraintes de partir à l'étranger pour réaliser une PMA, alors essentiellement en Belgique ou en Espagne. Est-ce qu'on sait d'abord combien sont-elles ces femmes ? Alors non, malheureusement, on n'a pas d'études solides et représentatives qui nous permettent de donner une estimation. En fait, on y travaille, mais on n'a pas pour l'instant les chiffres. Entre 2 3 000, non, même, ça, on peut même pas le dire. Il y a une caisse nationale qui rembourse les soins qui ont été faits à l'étranger, mais uniquement pour les couples hétérosexuels qui correspondent aux critères légaux pour avoir une prise en charge en France, prise en charge remboursée. Et en 2015, ils étaient autour de 1500. Pour ces personnes qui sont aujourd'hui contraintes d'aller faire des PMA à l'étranger, qu'est-ce que cette réforme va changer ? C'est un véritable parcours du combattant, ça comporte des risques, donc tout le fait que ça soit ouvert en France, ça va limiter ces risques et ça va aussi diminuer toutes les inégalités sociales qu'il y a face à la concrétisation du projet parental, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'étranger pour payer une prise en charge. Donc de ce point de vue-là, c'est un projet de loi qui va dans le sens, pour vous, de davantage d'égalité entre les femmes ? Oui, c'est davantage d'égalité. Et en plus, le message, ce serait surtout que ce n'est pas une révolution sociétale ni démographique. Et demain, les familles de demain, elles resteront majoritairement, en fait, au sens statistique, composées par une femme, un homme et des enfants issus de cette union sans assistance médicale. Donc oui, c'est un accompagnement logique, en fait, et cohérent avec la réalité. Ici, qu'est-ce qu'on en pense? Place de la République. C'est quoi ton prénom? Agnès, Agnès, tu vis où toi? dans le 93. Ok. Agnès, alors ce débat, la PMA vraiment pour toutes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, franchement, pour moi, ça me convient pas. C'est-à-dire? Parce que déjà, premièrement, c'est pas naturel. En fait, pour un homme, tu perds ta fierté, on va dire ça comme ça. Parce que si c'est pas mon spermatozoïde quand même qui est dans le ventre de ma femme, ça sert à quoi d'élever ton propre enfant, on va dire. Vaut mieux adopter plutôt qu'utiliser la PMA. Au moins, adopter, il y a des enfants, ils sont tristes tous les jours, ils n'ont pas de parents. Franchement, ça en sauve quelques-uns, on va dire ça comme ça. Et si ta femme veut pas adopter, mais qu'elle veut porter l'enfant, avoir le désir d'enfant? En gros, si elle veut faire la PMA, franchement, je vais être franc avec vous, je vais la laisser. Ça sent divorce!
Oh là là, d'accord. Eh bien, en tout cas, vous imaginez bien, Raphaël, que ces propos font un petit peu réagir dans notre public de Flash Talk aujourd'hui. Virginie, qu'est-ce que vous vouliez dire? Par rapport à la fierté, hein, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais je voudrais juste rappeler qu'adopter en France, c'est extrêmement compliqué. Et il y a beaucoup de pays qui interdisent l'adoption pour les femmes seules ou pour les couples de même sexe. Et même pour les couples hétérosexuels, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux et long. Donc je voulais juste apporter cette précision. On a l'impression parfois que c'est rentré dans les mœurs, mais quand on entend un certain nombre des jeunes qui sont présents aujourd'hui, on se dit que non, finalement, pas tout à fait. Docteur Michael Greenberg, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes gynécologue, obstétricien, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart en région parisienne. Qu'est-ce que ça va changer si cette réforme est adoptée au Parlement et entre en vigueur? Ça va déjà me permettre d'arrêter de faire des choses qui sont trop interdites, à savoir déjà même de les orienter dans des endroits. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire clairement, vous êtes à la limite de la légalité. Oui, clairement. Mais je le revendique, j'ai pas de problème par rapport à ça, puisque c'est des causes que je défends et je crois en ce que je défends. Donc je suis tout à fait disposé à les accompagner et à prendre les risques si je dois estimer que j'en prends. C'est très compliqué, il faut savoir, d'aller recevoir des soins à l'étranger. Donc on préfère de toute façon être soigné dans le pays dans lequel on vit. C'est tout à fait légitime et ça permettra en tout cas de permettre à ces femmes d'avoir recours, enfin, de pouvoir avoir recours à l'aide qu'elles méritent dans des conditions optimales pour elles. Donc pour vous, c'est une bonne réforme, une réforme d'égalité. Exact. Merci d'être avec nous. Vous réagissez évidemment si vous le souhaitez dans le cours des débats qui vont se poursuivre. Raphaël. Pardon Sonia, il faut que je lise les tweets parce qu'il y en a beaucoup. Il y a par exemple Déborah qui nous dit « La PMA est également destinée à pallier l'infertilité des couples, non à permettre à des personnes fertiles d'avoir un enfant. Ce glissement de l'aide médicale vers l'aide sociétale, cette médicalisation abusive de la vie humaine mènera tôt ou tard à l'eugénisme redouté. » Je vais essayer de ne pas me prendre quand même le matos qu'on a installé pour tourner ici place de la République, où j'ai encore un tweet d'un collègue, Christophe Beaugrand, vous savez, il est animateur sur les chaînes du groupe TF1, qui nous dit « Ce qui m'attriste quand je vois les débats PMA, c'est la façon dont certaines associations jugent du coup des parents adoptifs, dont ils nient la parentalité en agitant l'argument du génétique. C'est ton papa ou ta maman qui t'élève et qui t'aime, ton parent, pas des gamètes. » C'est ce que nous dit Christophe. Merci Christophe en tout cas de regarder l'émission et de faire des infidélités au groupe TF1. Mickaïa, lui, il est fidèle, ça c'est sûr, vous le connaissez bien, notre dessinateur. Comment ça va mon Mickaïa? Parfait, heureux de vous retrouver. Alors qu'est-ce qu'on raconte sur ton papier blanc? Eh bien, comme on a vu dans les réactions sur le plateau, on voit que la PMA est un sujet complexe. Alors j'imagine 2 petits-enfants. Il y en a un qui dit c'était quand même plus simple du temps où les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Oh là là, c'est tellement genré tout ça. Et en même temps, on a vu par tes tweets et tout que ça pouvait être un débat qui pouvait être assez tendu et un peu compliqué. Alors j'imagine 2 personnes qui s'engueulent et un qui dit fils de seringue et l'autre ta mère l'éprouvette. Est-ce que Mickaïa c'est pas le meilleur pour les insultes? Franchement, ta mère l'éprouvette. Oh. Isabelle Laurence est avec nous également aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Eh ben, avec plaisir. Vous êtes enseignante, présidente et cofondatrice de l'association Maman Solo. Vous représentez ici aujourd'hui ces femmes seules qui sont aujourd'hui contraintes, si elles veulent un enfant, d'aller réaliser une PMA à l'étranger. C'est une bonne réforme pour vous? Nous, c'est très important. C'est reconnaître l'existant. Nous, on veut la liberté, l'égalité et la fraternité devant nos projets parentaux. Donc l'égalité, ça passe évidemment par le remboursement de l'accès aux techniques médicales de procréation. Ce sont des projets qui sont extrêmement réfléchis, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à des référents masculin, par exemple, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de relation avec un homme qu'on n'a pas des hommes dans notre vie. Alors là, vous répondez à la question que je ne vous ai pas posée, mais j'imagine qu'on doit vous en parler tellement souvent. Donc là, vous répondez évidemment à l'argument qui est de dire mais alors, cet enfant, il n'aura pas de père, et comment vous allez élever un enfant sans père? Alors déjà, cet enfant, peut-être qu'il aura un père, puisque les projets parentaux, ils peuvent évoluer. Les familles se décomposent, se recomposent, et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Souvent, on a attendu d'avoir la personne, et on s'est retrouvé dans cette situation où on était confronté à l'horloge biologique. Donc la question de l'âge et de l'accès et de l'âge d'accès à la PMA est très importante. On voudrait la repousser à 45 ans parce que c'est aujourd'hui possible quasiment jusqu'à 48 sans mettre en péril la santé de la maman et de l'enfant. Donc c'est bien qu'on reconnaît qu'on est en capacité d'élever nos enfants et de leur donner le maximum d'amour. Merci d'être avec nous, vous aussi, aujourd'hui pour ce débat. Moi, de ce côté, ma chère Sonia, je suis avec les cofondatrices de l'association BAMP, Virginie, qui est là. Ça va, Virginie? Oui, ça va bien. Et puis Stéphanie, qui est là. Ça va?
Ça va, mais je suis pas cofondatrice. Hein, Oh bah ça y est, on pinaille. Mais bon, en tout cas, vous êtes là. Tu connais l'association quand même? Tout à fait. Tu connais l'émission aussi? Oui. Bon, très bien. Au moins, on est rassemblés pour la bonne cause. Pourquoi BAMP d'ailleurs? BAM, c'était pour faire du bruit dans le silence de l'infertilité. BAM! Voilà, et puis BAM, ça veut dire blog, assistance médicale à la procréation. Et l'objectif, c'était de faire entendre la voix des couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP aujourd'hui en France pour une grande partie, et aussi pour ceux qui vont à l'étranger, parce qu'il y a aussi des hétéros qui vont à l'étranger. Et il faut qu'on se fasse entendre. Nous, les hétéros lambda, et dans notre association, il y a des gens qui ont recours à l'AMP intraconjugale. Donc ça veut dire si nous sommes un couple, tu es un homme, je suis une femme, on fait des bébés via la PMA. Et aussi l'AMP avec don de gamètes. Donc là, avec soit un donneur, soit une donneuse, soit un embryon qui est donné par un autre couple. Et en France, c'est 95% de l'assistance médicale à la procréation se fait en intraconjugal et 5% avec don de gamètes. Je sais que vous militez pour informer les enfants issus de PMA aussi. Vous dénoncez entre autres le manque de moyens utilisés, les délais d'attente interminables. Le collectif aussi alerte sur la suppression du critère d'infertilité qui jusque-là justifiait le recours à la PMA. Je ne me trompe pas ? Nous, on est pour la PMA pour toutes. On pense que, voilà, comme nous, on a pu avoir fondé nos familles, on pense que l'ensemble des femmes en France peut fonder ses familles en France. Il faut savoir que ça concerne de plus en plus de monde. Et en France, c'est un couple sur 5 qui est concerné par l'infertilité. Donc ça veut dire que dans son entourage, on a forcément des gens qui sont concernés par l'infertilité, mais qui forcément n'en parlent pas. Et je voulais juste dire quelque chose par rapport à la fierté aussi des hommes. Je voulais parler de mon parcours. C'est pour toi là-bas, la fierté là-bas, là. Hein ? Moi, je suis une maman d'une petite fille de 2 ans et demi issue d'un don de spermatozoïdes, voilà, parce que y a des infertilités, il y a des stérilités, et c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour les femmes et pour les hommes qui sont concernés. Et c'est quelque chose qui est resté beaucoup trop tabou pendant des années et des années, parce que justement, il y avait cette question de fierté, cette question de honte, et plus on en parlera, et moins ça deviendra honteux. On n'a pas à ne pas être fier d'être infertile ou d'être stérile, c'est important. C'est entendu. En tout cas, merci pour ce témoignage. Alors, c'est peut-être un peu technique comme débat, mais je sais que vous vouliez revenir sur cette question, professeur. Les dons de sperme sont limités. On se demande si toutes les femmes pourront être prises en charge et dans quel délai et qui passera en premier. Donc là-dessus, comment vous allez gérer ça, vous ? Alors, les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont aujourd'hui entre 12 et 18 mois d'attente pour bénéficier de ce don de sperme. Quand l'homme est stérile ou on n'arrive pas à retrouver de spermatozoïdes. Si on doit mettre dans la file d'attente les femmes en couple et les femmes célibataires, ça va bien entendu rallonger les délais. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Mais il va falloir quand même de toute façon que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça, c'est un principe de toute façon républicain. On ne peut pas discriminer le fait d'être femme célibataire ou femme homosexuelle sous prétexte qu'on avait déjà dans les circuits les couples hétéros. Vous savez que c'est une crainte chez certains couples de femmes. Elles craignent d'être d'une certaine façon encore discriminées en passant après les autres. Alors c'est une crainte qui est tout à fait légitime. Il est très clair que pour nous, médecins, il est hors de question qu'il y ait une distinction entre la sexualité ou les modes de vie. Bien sûr qu'il y aura sûrement un petit peu de délai, mais ça, à nous de faire en sorte que plus de centres soient potentiellement pourvoyeurs de dons de sperme. Ça veut dire sans doute l'ouvrir notamment au système privé. Aujourd'hui, ça n'est réservé qu'au public. Non mais là, Sonia, c'est pas possible. Les filles de ce côté veulent réagir aussi aux propos de notre médecin. On entend beaucoup, il y a pénurie de sperme et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir la PMA à toutes les femmes. Il n'y a pas de pénurie. Moi, j'ai revérifié les chiffres du nombre de paillettes qui sont en stock. Il y en a plus que nécessaire. Et en plus, je crois vraiment que si on ouvre la PMA à toutes les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui, par solidarité, vont se dire voilà, on ouvre la PMA pour les copines, alors nous, on va donner. On manque de donneurs avec des phénotypes particuliers, c'est-à-dire des personnes d'origine asiatique ou des personnes d'origine africaine, parce que l'infertilité touche aussi tout le monde. C'est-à-dire il y a des couples africains qui doivent attendre 5 ans pour avoir un don, parce qu'il n'y a pas d'hommes africains qui donnent leur sperme. Donc il n'y a pas de pénurie parce qu'il y a beaucoup de stocks, mais il faudrait qu'annuellement il y ait plus de donneurs et plein de donneurs différents. C'est entendu, merci de l'avoir dit. Il y a un terme, l'appareillement phénotypique. Si je ne me trompe pas, attention, appelez-moi Wikipédia. Alors, il n'y a pas de pénurie. Vous ne sembliez pas tout à fait d'accord là-dessus, professeur Greenberg. Il y a des paillettes dans les stocks, sauf que l'utilisation telle qu'elle en est faite aujourd'hui
induit un délai d'attente qui est totalement inacceptable. Donc il faudra une campagne nationale pour appeler les hommes à donner leur sperme? Il faut plus qu'une campagne nationale. Il y a eu des campagnes qui ont été menées par l'Agence de la biomédecine qui n'ont jamais eu effet ou quasiment pas d'effet. Donc augmentons le nombre de centres qui pourraient éventuellement proposer ce don de sperme, qui feront leur propre campagne localement pour pouvoir essayer d'augmenter le nombre de donneurs. Bonjour, vous représentez l'association Origine, c'est ça? Quel est le but de l'association? Alors l'objet de l'association, c'est de promouvoir la PMA et on rassemble toutes les personnes qui sont en recherche d'origine. Donc ça peut être les nés sous X, ça peut être les personnes conçues par PMA, ça peut être tous les cas de figure. Vous travaillez justement sur ces questions des origines. La réforme, elle prévoit de pouvoir avoir accès à des éléments permettant à l'enfant, quand il aura 18 ans, de pouvoir identifier la personne qui a fait le don de sperme. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Et qu'est-ce que ça va changer? En fait, il va falloir se poser la question de savoir ce que sont vraiment les origines. Est-ce que c'est simplement l'identité des donneurs? Est-ce que c'est aussi la rencontre? Et ensuite, ce projet de loi, il y a des grands absents. C'est toutes les personnes qui sont déjà là, on est 100 000. On se demande s'il ne faudrait pas quand même réinterroger les donneurs, ne serait-ce que pour leur demander si on peut continuer à utiliser leurs gamètes, puisque ça a été fait l'année dernière au Portugal. Et vous avez 70% des donneurs de sperme qui ont dit « Moi, malgré le changement de la loi, je veux bien que vous continuiez à utiliser mes gamètes ». Et les donneuses de vos sites étaient 90% à dire « Allez-y, continuez à les utiliser ». Donc pour nous, détruire les gamètes des donneurs et des donneuses, c'est impossible. Ce qui est prévu aujourd'hui pour l'instant. Moi, je suis le premier Français à avoir retrouvé mon donneur avec un test ADN. Je l'ai retrouvé en 12 heures. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, voilà, je suis porteur d'une mutation génétique et cette mutation génétique, on peut en mourir. Donc, il faut quand même réactualiser les dossiers des donneurs, parce qu'au moment où ils donnent, ils sont en bonne santé. Mais dans la vie, on ne peut pas répondre à la question des antécédents familiaux qui peuvent être quand même gravissimes. Attendez, comment vous avez fait pour retrouver votre donneur? Donc en fait, j'ai fait un test ADN, mais ça veut dire que j'ai été obligé de passer par des sociétés étrangères pour faire un test ADN. Parce que, pour qu'on comprenne, les tests ADN, c'est interdit aujourd'hui en France. Oui, enfin bon, c'est discutable ce point-là. C'est le séquençage qui est interdit sur le sol français, donc je ne me suis pas mis en infraction réellement, mais ma femme qui est juriste me dirait « Mais si Arthur, c'est quand même un petit peu… » Mais oui Arthur, c'est illégal. Bon, alors donc je vais vous dire oui, c'est illégal. Quand vous entendez, Arthur, une partie de la jeunesse qui est représentée aujourd'hui autour du tapis de Flash Talk exprimer des réticences assez fortes envers ces techniques de procréation médicalement assistée, ça vous inspire quoi? J'ai envie de vous dire, je ne vous souhaite pas d'être obligé de passer par la PMA, mais quand on a ce vécu-là, forcément, on parle pas seulement avec la tête, mais beaucoup plus avec le cœur. Merci beaucoup, Arthur. Je me balade place de la République et je lis vos tweets aussi sur le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Valchar qui nous dit « PMA pour toutes, je sens que dans peu de temps, dans les cours de récréation, les questions blessantes vont fuser. Les enfants ne sont pas tendres à la question « Qui est ton père ?» L'enfant issu de PMA avec deux mères n'aura pas la tâche facile. On nous dira « Il faut changer les mentalités ». On a encore ce tweet de Sylviane Lopez qui nous dit « Envie d'enfant, des milliers vous attendent. Pourquoi l'adoption ne remplace pas la PMA ? Je vais me faire châtier, dit-elle. Hein. Tant pis, une certaine forme d'égoïsme sans doute. » Mikaya, jamais égoïste, toujours très disponible. Ses stylos, son papier, il est là avec sa bonne humeur. Et surtout, il a regardé l'émission. Qu'est-ce qu'on en dit alors? Eh bien, j'ai noté, comme vous, que du coup, on a beaucoup parlé de fierté dans cette émission. Alors, j'ai fait un dessin, PMA et fierté, oui. Et quelqu'un qui dit, mais que peut-on faire pour les infiertiles? Oh, voilà, ami du calembour, bonjour. Et pour finir, un dessin de conclusion, quelle que soit finalement la façon dont les enfants sont faits, au fond, je pense qu'il y aura à un moment donné souvent quelques problèmes à l'adolescence. Et j'imagine un adolescent devant ses parents, effrayé, donc qui dit le vrai progrès, ce serait 0 papa et 0 maman. Merci beaucoup, Mikaya. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, notre chère Mikaya. Sonia, je te rejoins tout de suite sur le tapis. Finalement, la question qui traverse un peu tout ce débat, Isabelle, c'est la question du droit à l'enfant. Est-ce qu'avoir un enfant, c'est un droit? Et est-ce que toutes les femmes doivent être égales, à égalité, par rapport à ce droit-là, si c'en est un? Alors, il ne s'agit pas de droit à l'enfant, il s'agit de droit à l'accès aux techniques médicales de procréation. Il ne s'agit pas d'un droit à l'enfant, il s'agit d'un droit et d'une égalité de toutes les familles. Et le plus important, c'est qu'on ne fait pas la différence entre ma fille et un autre enfant. On ne se dit pas, elle est issue d'une femme célibataire. On voit une petite fille de 4 ans qui fait de la trottinette et qui est heureuse. C'est ça qui compte. Voilà, bienveillance et confiance en nous.
L'émission s'arrête déjà malheureusement, mais le débat, lui, continue sur les réseaux sociaux. Par exemple, Cézo87 fait un tweet qui va justement dans ton sens, hein, Isabelle. Cézo nous dit « Et le droit à l'enfant comme droit absolu, c'est un vrai problème. Les enfants ne sont pas des hochets. » Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui est loin d'être clos. Évidemment, il se poursuivra ici ou ailleurs et nous on se retrouve très vite pour des nouveaux débats citoyens. Ouais, sur François, salut. À bientôt.